Des yachts, des cabines UV, des machines à café dernier cri, un luxe que s'offrent certaines entreprises sur le dos de l'Union européenne. Dans plusieurs pays européens fleure un parfum de scandales financiers, de l'argent destiné à la relance économique ou à la transition climatique est détourné. Que peut faire Bruxelles pour qu'il rende l'argent? Et d'abord, où sont passés les millions de l'UE? L'Union européenne, un nain politique, mais un bailleur de fonds géant. La petite bannière étoilée apparaît sur bien des projets autour de nous, comme cette nouvelle véloroute en Roumanie, la rénovation de ce foyer pour enfants en Allemagne ou encore un dispositif de prévention des feux de forêt en Espagne. De fait, la majeure partie du budget de l'UE est affectée à des projets comme cela, qui forment finalement une kyrielle de projets attirant la convoitise des fraudeurs. On vous emmène, tour d'Europe de la gabegie, première escale, l'Italie. Cette entreprise, installée à Bologne, en Italie, développe des systèmes de propulsion high-tech. Un exemple de ce à quoi est censé servir l'argent du Fonds européen de relance. Mais ça, c'est de la théorie. Fin juillet, 4 entreprises italiennes ont été perquisitionnées, soupçonnées d'avoir détourné près d'1 demi-million d'euros issus de ce fonds. Les projets liés au développement du numérique et à la transition énergétique qu'il était supposé financer n'ont en réalité jamais été lancés. En Pologne, le gouvernement de Donald Tusk est dans la tourmente en raison d'une affaire similaire. Son élection l'an dernier avait conduit au déblocage de dizaines de milliards d'euros de fonds européens gelés sous le précédent gouvernement. Cet argent devait notamment bénéficier au secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui ont particulièrement souffert pendant la pandémie. Mais voilà, début août, le gouvernement polonais a publié cette carte qui géolocalise les bénéficiaires de ce fonds. Et après seulement quelques recherches, des internautes ont découvert que 280 millions d'euros ont en fait été dépensés pour l'achat de saunas, solariums, yachts et autres produits de luxe, sous prétexte de diversifier les activités et pour se prémunir de futures crises. Et puis, il y a la Grèce. Plusieurs ministres et députés sont impliqués dans ce qu'on appelle là-bas le scandale OPKP, du nom de l'organisme en charge des fonds de la politique agricole commune. Un scandale qui pourrait se chiffrer à près de 300 millions d'euros. Mais prenons le cas de cette femme, Calliope Semersidou, excuse my Greek, membre du parti Nouvelle Démocratie au pouvoir. Elle aurait détourné pour son compte personnel plus de 2 millions d'euros via l'attribution d'aide à des membres de sa famille. Et même dans des pays peu habitués au scandale, comme la Lituanie, le Premier ministre a dû démissionner fin juillet. Il aurait injecté des fonds de la PAC dans une compagnie appartenant à sa belle-sœur. La PAC est donc devenue, dans certains cas, une manne où se sont servis les politiques. Mais ce n'est pas le seul fonds concerné par les détournements. Le fonds de relance, initié après le Covid, aurait, passez-moi l'expression, quelques trous dans la raquette. Son nom officiel, c'est Next Generation EU. C'est un énorme plan de relance pour remettre l'économie et le système de santé européen sur pied après les années de pandémie. Au cœur de ce plan, un fonds pour les investissements et les réformes dans les États membres, et les montants en jeu feraient pâlir les vainqueurs de l'euro-million. Près de 650 milliards d'euros, sous forme de subventions directes et de prêts. C'est l'énorme enveloppe que l'UE s'est engagée à octroyer par le biais de ce fameux fonds de relance. Les pays les plus touchés par la crise du Covid en sont les principaux bénéficiaires, à savoir l'Italie et l'Espagne. So President Zelensky walked into the Oval Office. I was chatting with him, with the president, with some of the senior Ukrainian delegation. I said, Mr. President, so long as you behave, I won't say anything. And he just chuckled a little bit, and it was a good little icebreaker. I mean... Voilà, tant que vous vous comporterez bien, je ne dirai rien. C'est en substance, en ces mots, que J.D. Vance a accueilli Zelensky à la Maison-Blanche, sur le ton de l'humour bien sûr. Mais quand on voit ces photos des dirigeants de l'UE alignés comme des élèves devant le bureau du professeur, en tant que Français, le rire devient jaune. Mettez cela en contraste avec les photos qui ont été prises avec Poutine. 2 salles, 2 ambiances si je puis dire. Alors que se passe-t-il? Eh bien pour la faire courte, Trump semble bien vouloir mettre fin à la guerre entre la Russie et les USA, et les Européens vont devoir payer ce que j'appelle le prix du deuil. Il y a quelques jours, la télévision russe annonçait que les troupes de Moscou étaient invitées au Nicaragua par le président Ortega, notamment pour, je cite, s'entraîner, faire respecter l'ordre. Regardez comment la télévision russe accueille cette bonne nouvelle. Ну и самой неприятной для США вишенкой на этом
La cerise la plus déplaisante sur le gâteau démocratique des États-Unis a été l'annonce sensationnelle du président du Nicaragua, Daniel Ortega. Il a permis aux troupes, aux navires et aux avions russes d'entrer au Nicaragua. Les troupes russes auront le droit d'y entrer au second semestre 2022, bien sûr uniquement à des fins humanitaires. Mais que voulez-vous, si les systèmes de missiles américains peuvent presque atteindre Moscou depuis le territoire ukrainien, il est temps pour la Russie de déployer quelque chose de puissant, plus près d'une ville américaine. Disait la machine à remonter le temps et lancer Kennedy, la baie des cochons, Cuba, c'est reparti. Mais c'était une idée dès le début des Russes. Hein. Souvenez-vous, ils avaient contacté les régimes de gauche, entre guillemets de gauche, hein, de la région Venezuela, Cuba et Nicaragua, précisément, au début de la crise. Et puis surtout, ils avaient utilisé l'argument de la proximité géographique en disant « nous, l'OTAN se rapproche de nos frontières, à nous, la Russie. Imaginez la même chose si justement, nous, les Russes, on arrivait au Nicaragua, à Cuba et au Venezuela, aux portes des États-Unis. Donc vous, les Américains, bien évidemment, vous seriez aussi furieux que nous. Et comme on a envahi l'Ukraine, sûrement vous lanceriez une opération militaire pour repousser les troupes russes. Donc c'était dès le début que les Russes avaient cette idée en tête, d'essayer de faire un copier-coller de la situation OTAN-Ukraine avec armée russe, Nicaragua, Cuba et Venezuela. Et donc Daniel Ortega, qui est au pouvoir presque sans continuer, le président nicaraguayen depuis 1979 et qui depuis toujours est quand même assez proche des Russes, pour utiliser un euphémisme, évidemment a mis en musique cette idée des Russes pour faire encore monter la pression dans cette crise. Bon, à force, on commence à bien les connaître, ces milliardaires qui possèdent des médias en France. Bernard Arnault, Xavier Niel, Vincent Bolloré, mais est-ce que vous connaissez le petit nouveau qui est en train de construire une influence de plus en plus importante pour la présidentielle 2027? Vous ne connaissez pas son nom, mais vous lui avez déjà peut-être donné votre argent. De façon très intéressée, je me dis qu'en étant bon sur Terre, ça me permettrait d'aller vivre au paradis. Fortune estimée 1,4 milliard d'euros, exilé fiscal en Belgique depuis 2012, catholique tradit et donc candidat au paradis. On est en 1999 et un jeune homme fraîchement diplômé de l'EM Lyon, une école de commerce, rêve de lancer son entreprise. Cet homme, c'est lui, Pierre-Édouard Stérin. Le jeune diplômé a grandi en Normandie dans une famille catholique de droite. Son père est expert comptable, sa mère travaille dans une banque et tous les deux sont encartés au RPR, le parti de droite traditionnel en France à l'époque, l'ancêtre du parti Les Républicains. Le jeune Pierre-Édouard baigne donc dans ses valeurs conservatrices et néolibérales dès l'enfance. Mais le 30 avril 2003, il investit 5 000 € que ses parents lui ont donné pour développer en France une franchise de la société belge Weekendesk. Weekendesk, c'est ces coffrets cadeaux que vous pouvez offrir à une personne pour qu'elle choisisse ensuite une activité à faire. Genre ça va du saut à l'élastique, au spa dans la forêt, en passant par un week-end au ski. Pierre-Édouard Stérin ne le sait pas encore, mais ce choix va être l'un des plus importants de sa vie. Et ça fonctionne tellement bien qu'en 2007, il rachète l'entreprise belge Weekendesk pour tout regrouper sous un nouveau nom, Smart & Co, et il renomme les coffrets Smartbox. Smartbox se développe à toute vitesse. D'ailleurs, la boîte existe toujours et vend aujourd'hui plus de 3,5 millions de coffrets par an en France et en Europe. La principale raison, c'est que ça répond à un vrai problème qu'ont tous les Français, qui est qu'est-ce que je pourrais offrir pour Noël, pour l'anniversaire, pour la naissance. Et Smartbox, c'est la bonne idée, c'est la solution à tous nos problèmes pour faire des cadeaux et c'est tout simplement pour ça que ça marche. Force est de constater qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans une grande surface en France sans tomber sur ces coffrets Smartbox. En 2008, avec le succès de Smartbox, il investit dans The Fork, un service de réservation de restaurant que vous devez sûrement connaître. À l'époque, l'entreprise est en difficulté, mais elle est accompagnée par les équipes de ce terrain pour redresser la barre. Et ça marche. The Fork explose avant d'être carrément racheté par TripAdvisor en 2014. De cette vente, Pierre-Édouard Stérin empoche 58 millions d'euros. Et cette expérience bien heureuse avec The Fork va lui donner le goût d'accompagner d'autres entreprises. En fait, dès 2009, il lance son propre fonds d'investissement, Otium Capital. Ce fonds, c'est un peu la pièce maîtresse de la galaxie Stérin. Elle est au centre de tous ses business, avec aujourd'hui plus d'une centaine d'entreprises. Enfin, qui dit entreprise dit souvent profit. Et qui dit profit dit aussi impôt. Et oui, ça fait partie du jeu. Et ça plaît beaucoup moins à Pierre-Édouard Stérin. On est toujours en 2009 et il décide de délocaliser Smartbox en Irlande, là où s'installent au passage tous les géants du numérique pour payer le moins d'impôts possible. Parce que bon, il a beau être très patriote, Pierre-Édouard Stérin n'est pas fan de la manière qu'a l'État d'utiliser son argent. En fait, il trouve qu'il l'utilise pas bien. Je suis très critique vis-à-vis de l'État et de toutes les restrictions libertés qu'on peut avoir, diverses et variées.
vis-à-vis des taxes qu'on nous impose de façon très importante et qui sont ensuite extrêmement mal réemployées pour une bonne partie d'entre elles, me semble-t-il. Pierre-Édouard Sterin trouve par exemple qu'en France, on a beaucoup trop de dépenses sociales. Entre les APL, les aides personnalisées au logement, les congés maternité, le RSA, qui est le revenu de solidarité active. Pour Sterin, c'est simple, on donne beaucoup trop aux gens. C'est pour ça qu'en 2012, il part lui-même, en perso cette fois-ci, et donc pas seulement via sa boîte, en exil fiscal et s'installe en Belgique pour échapper aux pressions administratives et aux impôts sur sa fortune. Faut dire que là-bas, à l'époque, les plus-values sur les actions, donc le gain qu'on fait en revendant une action, c'est taxé à 0%. Vous l'aurez compris, tous ces business, ça permet à Pierre-Édouard Sterin d'engranger de l'argent, beaucoup d'argent, jusqu'à rentrer en 2022 dans le club très sélect des milliardaires français. Mais Sterin, c'est pas un milliardaire comme les autres. Il a pas de jet privé, pas de grands objets de luxe. Et quelque chose qui m'a surpris par rapport au portrait du mec, qui est décrit comme quelqu'un de très tradit quand même, il veut pas non plus donner d'héritage à ses enfants. Il a donc déshérité ses enfants, il assume clairement son choix. Mes enfants sont très jeunes, puisque j'en ai 4 qui ont de 4 à 12 ans. Mais j'aurais déjà expliqué que le confort de vie qu'ils ont aujourd'hui, ils l'ont parce que leurs parents ont travaillé pour l'avoir et ont travaillé dur, et que s'ils voulaient demain avoir un confort de vie X ou Y, ce serait leur travail, leur réussite, leur bénéfice. En 2021, il décide qu'en tant que bon chrétien, il doit utiliser son argent pour améliorer le monde qui l'entoure. Il crée alors un fonds de dotation, une forme de structure philanthropique, le fonds du bien commun. Et il décide de reverser chaque année 80 millions d'euros des bénéfices d'Otium dans ce fonds caritatif. En fait, il utilise cet argent pour défendre sa vision de la France, et cette vision, elle est l'image de ses valeurs. Ultralibérale, conservatrice et catholique. Sterin développe une vision du monde qui met en valeur l'ordre, la tradition et la méfiance envers l'État-providence, autrement dit l'État qui redistribue les richesses pour assurer la protection sociale de sa population. C'est un catholique très croyant, au point qu'un jour, il aimerait carrément devenir saint. Si je suis très très bon sur Terre, très vertueux, ça me permettrait d'optimiser mes chances de devenir saint. Et tu vois, j'avais tapé sur Google comment devenir saint, j'ai essayé de lire des bouquins et tout, j'ai rien trouvé d'hyper concret. Ce côté milliardaire, très conservateur, très critique de l'intervention de l'État, ça va peut-être vous rappeler ma vidéo sur Elon Musk qui s'engage en politique, dont Pierre-Édouard Sterin se dit au passage assez fan. Comme lui, Pierre-Édouard Sterin est radicalement opposé à l'immigration et à ce qu'il appelle le wokisme. Sterin est partisan d'un plan de remigration, donc renvoyer les immigrés dans leur pays d'origine, et il considère l'avortement comme un infanticide. Ce que je veux dire par là, et ça me semble important, au-delà d'un quelconque jugement, c'est que Pierre-Édouard Sterin, c'est pas simplement des prises de position conservatrices modérées, c'est des retours en arrière majeurs de certains droits acquis par les femmes depuis plus de 50 ans. Et donc, le lendemain de l'inscription de la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution française, Pierre-Édouard Sterin écrit sur LinkedIn avec cette image: le jour d'après, tableau du massacre des saints innocents. Honte à nos dirigeants de ne pas chercher à promouvoir des alternatives. Mais si Pierre-Édouard Sterin rêve d'une France libérale, catholique et très conservatrice, et qu'il est proche des valeurs de l'ultra-droite et de l'extrême-droite française, ça ne veut pas dire pour autant qu'il soutient un seul parti politique bec et ongle, comme le Rassemblement National ou Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Parce qu'en fait, disons-le, Pierre-Édouard Sterin est assez critique de nos responsables politiques de manière générale. Les sujets politiques, je pense qu'il y a une opportunité de marché très intéressante compte tenu de la qualité plutôt médiocre, voire extrêmement médiocre des profils qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'échiquier politique. Donc je pense qu'il y a une opportunité de marché extrêmement intéressante. Et l'extrême droite française ne fait pas exception. Marine Le Pen, par exemple, il lui donne que 7 sur 10. Ah oui, parce que il faut que j'explique ce truc-là. Pierre-Édouard Sterin a un truc bien à lui, c'est qu'il note les gens. Ouais, comme un instituteur. En fait, il donne une note sur 10 à toutes les personnes qu'il rencontre, y compris sa femme, et toutes ces notes sont rangées dans un tableur Excel. Lui, il s'auto-attribue la note de 8 et il recrute que des personnes qu'il note à 9 ou 10 sur 10, principalement des gens qui sortent d'HEC ou de Polytechnique. Alors ça peut surprendre, mais ce comportement, il l'assume complètement. Bref, même s'il trouve que Marine Le Pen ou Jordan Bardella ne sont pas vraiment au niveau, il sait qu'ils sont des figures incontournables de la politique en France. Et Pierre-Édouard Sterin ne veut pas être lui-même responsable politique, donc il a besoin d'autres personnes pour l'aider à façonner sa France idéale. Pour ça, il rencontre un maximum de figures de la droite française, histoire de se faire une place dans leur cercle. Il crée même un tableau où il identifie les personnalités clés, l'importance de la relation qu'il a avec elles, et celle à cibler en priorité pour renforcer son influence. Et à travers ces rencontres, il a surtout un gros enjeu en tête, la prochaine présidentielle.